bonjour à tous et à toutes. Ça laisserait supposer qu'il y avait un ordre avant la mondialisation. Ce sur quoi on peut naturellement être un tout petit peu sceptique. Je crois, et j'ai essayé de le caractériser dans un ouvrage récent, que notre situation est celle du renversement du monde. Pas tant d'un renversement qui conduirait du nord au sud ou de l'ouest à l'est, pas tant dans un renversement qui viendrait conclure à la suprématie mondiale future et proche de la Chine. Je reviendrai sur ce point controversé tout à l'heure. Je crois que le renversement du monde nous interpelle d'abord parce que c'est la mise en cause et c'est le bousculement de certitudes qui nous ont tenus éveillés, qui ont dicté nos stratégies et nos comportements depuis plus d'une vingtaine d'années et essentiellement depuis la chute de l'Empire soviétique, dont on oublie trop souvent de dire qu'elle fut pacifique, qu'elle s'est déroulée à peu près sans un coup de feu. C'est une situation assez exceptionnelle dans l'histoire du monde. Ce renversement, pour le caractériser d'un mot, il se traduit par une confusion intense du monde qui fait que nous avons perdu de vue ce que sont les entités stratégiques qui comptent. Qu'est-ce qui a été dit après la chute de l'Empire soviétique? Le rêve de la fin de l'histoire, l'utopie de la démocratie planétaire, de l'union de tous les peuples dans la grande famille humaine, dont on néglige trop souvent de dire que démocratie planétaire, c'est une démocratie totale qui n'est pas loin d'une démocratie totalitaire. Ça a été le rêve de la sortie de notre condition politique. Et c'est le premier point que je voudrais partager avec vous. Je crois que notre situation géopolitique et géoéconomique actuelle se traduit par une immense confusion. Nous avons oublié ce que signifie être une entité politique, être une entité stratégique. Et être une entité politique et stratégique, ça se définit aujourd'hui comme hier par la conscience de soi, par la conscience de former un collectif doté d'une unité interne, séparé d'autres entités collectives également fortes de leur unité interne, et c'est la redécouverte la plus urgente que nous devions faire. Nous n'en avons pas fini avec notre condition politique, et seule la mise en apesanteur, le phénomène de la bulle, qui a provoqué une aperception sociale et politique au cours des dernières années, nous rend confus cette notion d'entité stratégique. Elle est revenue très brutalement au cours des dernières années. Vous avez sans doute observé comme moi qu'au plus fort de la crise, par exemple lors de la chute de Lehman Brothers, silence et encéphalogramme plat du côté de la majorité des institutions internationales. Celles et ceux qui ont parlé et se sont tenus debout, c'est Gordon Brown, c'est Angela Merkel, c'est Nicolas Sarkozy, ça a été les chefs d'État et de gouvernement. Et lors de la crise, ce qui a réagi, ce qui a parlé, ce qui s'est engagé, ce sont les États et ce sont les nations. Je pense que la leçon ne doit pas être oubliée pour les années à venir. Nous allons devoir sortir de notre mise en apesanteur politique et sociale et nous allons redécouvrir que nous vivons toujours dans un monde d'États-nations. Le deuxième point qui m'apparaît déterminant pour la situation d'après la mondialisation, certainement pas de sortie de la mondialisation contre, passage à une autre étape de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'elle est à peu près achevée. J'étais il y a quelques semaines sur un marché Afar, un marché aux chameaux au nord de l'Éthiopie, et les nomades Afar, merveilleuses silhouettes, avec leur kalachnikov en bandoulière, une fois qu'ils ont à peu près conclu la transaction, vérifient par leur portable que le prix convenu est un prix convenable avec leurs cousins ou leur famille qui se trouvent ailleurs. La généralisation des systèmes, la généralisation des produits, la télévision satellitaire, le téléphone portable, etc., elle est pratiquement achevée et il n'y a pas un fond de jungle ou de rizière où les hommes aujourd'hui ne disposent pas de ces moyens de communication. Ça, pour moi, une conséquence absolument majeure. Cette mondialisation-là, elle est achevée, elle est réussie. Ce que cette mise à égalité des moyens signifie, c'est que plus personne ne va pouvoir prétendre détenir le beau, le bien et le vrai. Personne ne va pouvoir se draper derrière sa destinée manifeste pour présider au destin de l'humanité et convertir l'ensemble de l'humanité à son modèle. Pour le dire très clairement, et je rejoins ici les analyses de Marcel Gauchet sur la sortie de la religion, le modèle américain
qui est tout ce qui reste d'un modèle monothéiste, missionnaire et concurrent, est pour moi le plus mal adapté à la sortie de la mondialisation. Les Américains rêvent, pensent et veulent que tout être humain devienne un Américain comme les autres. C'est en ce sens que l'Amérique, hyperpuissance, impérialiste, est fondamentalement missionnaire, ce qui, à mon sens, la distingue fondamentalement de l'appétit immense de la Chine. Oui, la Chine a faim. Oui, la Chine est en train d'importer des terres avec une brutalité quelquefois inouïe partout dans le monde. Oui, la Chine est en train de s'assurer des réserves dans tous les domaines où elle en manque cruellement. Mais la Chine n'a jamais eu l'idée, et ne l'a pas, de faire de chaque homme et de chaque femme un Chinois comme les autres. Et à mon sens, nous avons là une différence géopolitique et géoéconomique de très grande ampleur. Je pense que les États-Unis sont la puissance qui aura le plus de mal à s'adapter à la nouvelle donne sortie de la mondialisation de ce début du XXIe siècle. Par ailleurs, et par rapport à ce qui était indiqué, je ne suis pas certain, et je manifeste les doutes les plus extrêmes, face à cette facilité de l'esprit qui consiste à continuer les courbes. Il n'y a, à mon sens, aucune chance pour que la Chine prolonge la croissance dans les conditions dans lesquelles nous l'avons vu, pour une raison extrêmement simple. Dans une modernisation conduite depuis 1976, Deng Xiaoping, l'économie va faire société, l'économie fait que la Chine a oublié sa société. Et pour ma part, si j'avais un message ici, je ne crois pas à la plaisanterie de réarmement chinois. Réfléchissez simplement au fait que la marine chinoise, c'est à peine le 30e de la marine américaine. Et que l'un des aspects de la mise en possession par la Chine des mers qui se trouvent à ses portes est que la Chine est un peu fatiguée des grandes manœuvres navales américaines qui se déroulent à la limite extrême de ses eaux territoriales. La vraie question, à mon sens, c'est que nous devons tous être conscients des conséquences inouïes d'une explosion intérieure de la Chine, et nous devons tout faire pour aider la Chine à reprendre le progrès de sa société en main et à cesser de sacrifier sa société à son économie. Troisième élément de ce qui vient, et me semble-t-il, va peser dans notre ordre géoéconomique et aussi dans les décisions des entreprises. Nous avons, nous, Européens, vécu dans un rêve, et ce rêve se traduit par « l'argent suffira à tout ». Je crois que nous entrons dans un monde où l'argent n'y suffira pas. C'est ce qui me rend personnellement extrêmement inquiet sur le choix allemand de sortie du nucléaire. Nous continuons à faire, nous, Européens, comme si notre richesse ancestrale nous permettra toujours d'avoir l'accès aux ressources partout où elles se trouvent dans le monde, simplement parce qu'il s'agira de payer. J'étais conseiller du gouvernement de Madagascar voici quelque temps. J'ai l'occasion d'accompagner quelques États parmi les plus pauvres du monde. Ils ont compris une chose lors des émeutes de la faim, et le Mozambique est en train d'y être confronté à nouveau. Quand les épisodes climatiques extrêmes arrivent, quand la tension sur les ressources monte, la question n'est plus du prix, la question n'est plus de ce que vous pouvez payer, la question est tout simplement l'accès à des ressources dont ceux qui les tiennent les gardent pour eux. La première décision des deux pays plus grands exportateurs de riz lors des premières crises alimentaires a été de fermer leurs frontières. Le riz, on se le garde pour nous. Je pense que nous allons vivre dans les années à venir des rappels à l'ordre extrêmement sévères par rapport à ceux qui ont l'illusion que l'argent suffit à tout. L'argent n'y suffira pas. La question de l'autonomie de l'accès aux ressources, la question des capacités d'autonomie que les technologies peuvent permettre pour ne pas être à la merci de fermeture des frontières ici ou là dans le monde est une question absolument cruciale à mon sens pour les années à venir. Je déplore une naïveté étonnante de la part de la majorité des États européens et de l'Europe elle-même. Et puis, dernier point, l'argent n'y suffira pas. Nous allons vivre une désimpérialisation du monde qui va poser un véritable problème à nos voisins et alliés d'outre-Atlantique, et nous, Européens, dans tout cela. Eh bien, je crois que l'Europe demeure un point d'interrogation, tout simplement pour la raison que j'ai évoquée en premier, parce que l'Europe n'a pas encore renoué avec sa condition politique. La condition politique, c'est que toute entité humaine, toute entité stratégique, se définit par une identité, une frontière, une identité qui l'a définie et qui l'a circonscrit dans le temps
et dans le flot des générations, une frontière qui la distingue dans l'espace. C'est la réflexion du géopoliticien Luttwak, américain au début des années 90. S'il est des Américains, c'est qu'il y en a qui ne sont pas américains. Je ne doute pas que nous, Européens, allons devoir renouer vite avec notre condition politique, sinon l'Union européenne aura été une grande idée du XXe siècle, et ce sont de nouveau les États-nations qui seront la grande idée du XXIe siècle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, renouer avec la condition politique? Eh bien, cela signifie que pour les années à venir, nous allons réapprendre que ce n'est pas le marché unique ou ce n'est pas l'euro qui fait société entre nous. Nous allons devoir réapprendre, et c'est avec bonheur que je l'ai entendu évoquer, que notre premier atout stratégique, c'est probablement notre culture, notre civilisation, notre profondeur historique, qui sont la véritable infrastructure du développement humain et du développement économique. Parce que c'est la culture qui donne un sens aux choses. Sans la culture, les biens économiques n'ont pas de sens. Je crois que nous, Européens, Français, Allemands, Britanniques, qui sommes appelés à redécouvrir ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce qui nous unit, allons devoir finir avec un mouvement de décivilisation et de dissociété qui nous a emportés depuis les 20 dernières années. La condition politique, c'est aussi la culture, c'est la civilisation et cette infrastructure sans laquelle nous ne saurons pas faire société entre nous.